Bienvenue dans ce 4e épisode du podcast en commun qui porte ce mois-ci sur les parents. Cet épisode comporte 10 témoignages, tous très différents. Il y a cela dit plusieurs d'entre eux qui relatent des actes de violence et d'agression qui peuvent heurter des auditrices et auditeurs. Assurez-vous d'être prêts et prêtes à les écouter. Je remercie également Anna pour avoir amené à ce podcast son point de vue et ses connaissances de psychiatre qui, je le pense, seront d'une grande aide pour quiconque cherche à mieux comprendre et décrypter les relations qu'il ou elle entretient avec ses propres parents. Dans tous les cas, vous pouvez retrouver sur le site encommunpodcast.fr des informations au cas où vous auriez besoin d'aide et de soutien. Bonne écoute. Je suis une fille après 3 garçons. On est 4 enfants en 5 ans et demi, donc on est assez rapprochés. Et c'est amusant de voir maintenant qu'en discutant avec mon frère aîné, dont je suis assez proche, on a un peu la même vision de nos parents et des relations qu'on a avec eux. J'ai un peu été la petite chouchoute en étant petite, mais pas tant que ça finalement. Je pense que j'ai un lien particulier avec mon papa et ma maman parce que je suis la seule fille, mais pas parce que je suis la dernière. Si on commence par ma maman, je me suis entendue avec ma maman à partir de mes 14-15 ans, une fois que je lui ai fait comprendre que si on faisait des choses ensemble, il fallait pas qu'elle ait son téléphone de travail avec elle et qu'elle s'interrompe pour répondre à des clients qui avaient percé leur tuyau de salle de bain. Enfin bon. Donc une fois que je lui ai dit « Maman, quand tu es avec moi, tu es avec moi » et on se parle l'une l'autre, ça allait beaucoup mieux. Et depuis, on est vraiment proches. On n'habite pas du tout dans la même ville, mais on s'appelle régulièrement et parfois elle m'énerve parce qu'elle a un avis sur tout, mais je sais que quelques semaines après, je me dirais, en fait, elle avait raison. Et voilà, depuis que j'ai des enfants, en plus, on parle beaucoup de ça. Je me pose beaucoup de questions sur la manière dont elle nous a élevés, comment c'était quand on était plus petits, comment c'était quand elle était plus petite et que sa maman ne travaillait pas et s'occupait de ses 8 enfants. Quand j'étais enfant, je dirais que la relation que j'avais avec mes parents était plutôt bonne, globalement. J'ai des souvenirs globalement joyeux, en fait, de fou rire à table, de vacances, des choses plutôt gaies, en fait. Même si c'est vrai que tout n'était pas tout rose, parce que je me souviens aussi que mon père était extrêmement exigeant en ce qui concernait l'école, donc tout ce qui était devoirs... fallait absolument que je connaisse toujours ma leçon vraiment par cœur, que j'ai des bonnes notes, limite que je sois la meilleure de la classe, sinon ça allait pas. Donc il fallait absolument... il était très exigeant sur ça. Et je me souviens que quand ça allait pas à ce niveau-là, il pouvait parfois crier très fort et c'était très impressionnant et ça me faisait un peu peur. J'ai des souvenirs très désagréables de moments où je devais réciter ma leçon et où je la savais pas parfaitement et où je me faisais engueuler comme pas possible parce que j'y arrivais pas. Et c'était assez traumatisant là-dessus. Mais bon, à part ça, j'ai pas de souvenirs particulièrement négatifs en ce qui concerne mes parents dans l'enfance. Donc moi j'ai grandi avec mes 2 parents et mon petit frère à la campagne. Et donc avec ma maman ça s'est toujours très très bien passé. J'adore ma maman, j'ai des très bons rapports avec elle aujourd'hui. Par contre avec mon père c'est totalement autre chose. On s'est jamais bien entendu. J'ai quasiment pas de bons souvenirs avec lui. Depuis ma naissance j'ai aucun souvenir de discussion posée. Le seul moment agréable qu'on ait passé ensemble, c'était une fois où quand j'étais petite, il avait joué à la PlayStation avec moi, mais c'est la seule et unique fois où on a partagé du temps ensemble, quoi. Le problème, c'était que donc ma mère est infirmière et a des horaires en décalé. Et donc le souci, c'est que je la voyais assez peu étant enfant. Parce qu'elle partait très tôt le matin, je la voyais pas quand je me levais, quand je partais à l'école. Et le soir, elle travaillait également, donc quand je rentrais de l'école, je la voyais pas beaucoup non plus. C'était mon père qui était plus disponible et donc qui venait chercher mon frère et moi à l'école et qui était plus présent à la maison, en tout cas physiquement. Et donc c'était lui qui nous faisait faire les devoirs, à mon frère et à moi. Et c'est quelqu'un qui
de très impulsif, de très explosif, qui pouvait passer du calme à la tempête, à l'apocalypse en un rien de temps. Et c'est arrivé plusieurs fois que de temps en temps, quand j'oubliais un livre ou un agenda ou une affaire à l'école, qu'il explose littéralement de colère et qui me lance les objets sur la table dans la figure, quoi. Il avait tendance à m'engueuler beaucoup jusqu'à ce que je regrette d'être née, quoi. J'avais pas le droit de m'exprimer, pas le droit de participer aux conversations dans les repas de famille. Et ça se passait très mal pour moi une fois rentrée à la maison si je le faisais, quoi. Avec mon papa, c'est plus compliqué. Il vient d'une famille euh, un peu tarée, on va dire, et il a beaucoup souffert. Enfin, il dit souffrir aujourd'hui de l'ambiance un peu délétère qu'il y avait dans sa famille. Rien de grave, juste un père qui travaille beaucoup et une maman un peu dépressive. Euh, et papa, un enfant qui avait, on aurait dit aujourd'hui, beaucoup de potentiel et qui se retrouvait coincé dans un pavillon de banlieue et qui très vite est parti. Il a fait beaucoup de montagnes tout seul. Voilà, il a un rapport à la vie qui est très hédoniste. J'espère que c'est le bon mot. Et avec aujourd'hui, maintenant qu'on commence à avoir des enfants, donc il est grand-père, il est 5 fois grand-père. Je pense qu'il se pose beaucoup de questions sur son enfance et sur la manière dont il a élevé ses enfants. Donc on a eu le droit à j'ai pas été un bon père, voilà, tout ce genre de choses. Je pense pas qu'il ait été un mauvais père, je pense qu'il a pas été présent, qu'il a fait comme il pouvait. Il le dit lui-même, c'est pas sa tasse de thé, les enfants avec qui on peut pas échanger sur des sujets assez sérieux. J'ai rien à lui reprocher, il m'a raconté plein d'histoires quand j'étais petite. Il est un peu farfelu, papa. Il est prêt à faire des choses un peu folles et j'aime beaucoup. Je me retrouve aussi beaucoup en lui là-dedans. Ce que je trouve plus problématique aujourd'hui, mais encore une fois, je sais qu'il y a des familles pour qui c'est beaucoup plus compliqué, c'est que je pense il mesure pas encore tout à fait que ses enfants ont grandi. Moi, je vais avoir 30 ans, donc mon frère aîné a plus de 35 ans. Et on a toujours le sentiment, quand on se retrouve à 1, 2, 3 ou 4 avec mes parents, qu'on est toujours les petits-enfants, que papa peut mettre fin à une discussion, alors que nous, on a envie de continuer à discuter, que c'est toujours lui qui aura raison, voilà, le patriarche. Et avec mes frères, ça me rend dingue. Et comme je disais au début, surtout avec mon frère aîné, avec qui on parle beaucoup de féminisme, d'écologie, de toutes ces choses-là qui nous tiennent à cœur aujourd'hui et pour qui on aimerait, enfin, on n'a pas envie de passer à côté, quoi, par rapport à nos enfants et par rapport à la planète sur laquelle on vit, et à laquelle mon père est complètement hermétique. Il dit oui, oui, bien sûr, il y fait des blagues, il a des comportements pas du tout écologistes, enfin, ça nous rend fous. Et surtout, il veut pas qu'on en parle. Moi, ça me rend dingue. Donc, souvent, on va au clash avec mon papa. Bon, après, on s'aime très fort, on se reprend dans les bras, on est à moitié italien, donc on est très très expansif, on est sanguin, quoi. Je sais pas si c'est lié au fait qu'on soit italien, mais bon, le fait est qu'on est sanguin. Et ça me pose des questions aujourd'hui. Alors, aussi par rapport à la relation qu'on entretient avec nos enfants, avec mon mari, mais je me dis aussi avec mon père, est-ce que j'arriverai à passer outre le fait qu'il m'exaspère par certains moments, ou est-ce que de toute façon, peut-être il faut clasher, je sais pas. Puis c'est d'autant plus perturbant que ça se passe très bien avec ma maman et que mes parents s'entendent très bien entre eux. Enfin bon, voilà, je me pose beaucoup de questions. On va se retrouver là à la fin du mois tous ensemble, mon frère aîné justement qui vit à l'autre bout du monde est de passage en Europe, donc on se retrouve pour l'anniversaire de mon papa. Les 4 enfants, les conjoints, les neveux et nièces, bon, il en manquera quelques-uns, voilà. Pour un week-end, un peu un huis clos. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc, parler de mes parents, c'est un exercice que je trouve assez complexe. J'ai l'impression que ça demande un certain recul et surtout de ne pas avoir peur du jugement. Alors je sais pas vraiment si c'est une peur du jugement, mais bon, ça tourne autour de ça. Du coup, quand j'étais enfant et aujourd'hui adulte, j'ai toujours eu l'impression d'être très aimé par mes parents. Je pense que ça s'explique bon, déjà par leur histoire personnelle, puis par le fait que je sois le premier enfant de ma famille. Donc voilà, je suis le premier enfant, le premier petit enfant, le premier neveu, etc. Et mes parents ont
toujours fait en sorte que mon enfance, puis mon adolescence et ma vie d'adulte se passent bien. Je pense que pour ça, ils m'ont toujours laissé la liberté d'être moi-même. Et encore aujourd'hui, finalement, je sens qu'ils me soutiennent dans mes projets. Et, même si elles comprennent pas toujours ce qui se passe dans ma vie, je sais qu'ils me soutiennent. Je ne sais pas vraiment si je dois me présenter, mais je vais quand même le faire parce que ce dont je vais parler est quand même lié à mon travail. En fait, je suis interne en psychiatrie et je m'intéresse énormément à la psychothérapie. C'est pourquoi je me forme à 2 types de psychothérapie. Et en fait, ce thème très intéressant des parents, qui est un thème qui est quand même pas si commun que ça, mais sur lequel il y a beaucoup à dire, moi, il me fait penser à ce qu'on appelle la théorie de l'attachement. La théorie de l'attachement, c'est un concept qui est très important en psychologie et qui a été découvert par John Bowlby dans les années 30, si je ne me trompe pas. Et John Bowlby, c'était un psychiatre et chercheur qui a fait des travaux de recherche en se basant sur des observations sur des enfants, vraiment dans les premiers mois et les premières années de vie. Et donc John Bowlby, il a beaucoup travaillé avec des enfants qui étaient dans les orphelinats, dans des conditions affectives assez précaires, puisque en général c'était des enfants dont on s'occupait peu, et les personnes qui s'occupaient de ces enfants c'était des infirmières, des puéricultrices, mais avec des conditions plus ou moins bonnes. Alors en fait, John Bowlby, il a permis de mettre en évidence et de découvrir de manière rigoureuse et scientifique ce qu'était ce qu'on appelle le système de l'attachement. Quand on est, et dans les premiers mois, voire les premières années de vie, mais en tout cas dans ce qu'on appelle ces expériences précoces, il y a ce système qui se constitue, ce système de l'attachement. Ce système, il se constitue au contact des premiers adultes qui interviennent dans notre vie et des adultes qui s'occupent de nous. La majorité du temps, ce sont les parents, mais comme avec l'exemple des orphelinats, ce ne sont pas toujours les parents. Ce qui est important, c'est la personne qui apporte les soins à l'enfant, qui s'occupe de lui. Mais quand on parle de s'occuper de l'enfant, en fait, on pourrait penser que c'est surtout les soins d'hygiène, de nourriture, les soins physiques, corporels, mais en réalité, on parle vraiment beaucoup plus sur un plan affectif et émotionnel. Le système de l'attachement, c'est un système qui est extrêmement important parce que, à la fois dans le développement de l'enfant, d'un être humain, et ensuite plus tard, il va jouer un rôle clé. Le premier rôle qu'il joue, c'est de nous apporter ce qu'on appelle une base de sécurité. En fait, ce système va nous permettre de se sentir en sécurité, et ce sentiment de sécurité, c'est ce qui va nous permettre d'explorer son environnement, et donc pour un enfant, bien évidemment, de se développer de manière satisfaisante sur tous les plans. Pourquoi je dis que ce système, il a encore un impact tout au long de la vie ? Eh bien en fait, j'aime bien dire que c'est en quelque sorte un système de sauvetage, dans le sens où tout au long de la vie, ce système, la plupart du temps, il n'est pas déclenché, mais dans certaines situations bien précises de détresse, il va se déclencher pour nous protéger de certains dangers réels ou perçus, pour nous aider à faire face à cette détresse ou ces dangers-là. Et quand je parle de détresse, là je parle bien d'une détresse affective, émotionnelle et qui se met en jeu dans des problématiques de conflits interpersonnels, donc de conflits avec d'autres êtres humains. Et pourquoi il y a ce lien-là qui se fait entre cette première fonction et ces premières expériences de vie et ce qui peut se passer ensuite tout au long de la vie ? Eh bien c'est parce que en fonction de la manière dont nos figures d'attachement vont s'occuper de nous lors de notre plus petit âge, il va se développer ce qu'on appelle des modèles internes de notre représentation de soi-même et des autres. Et en effet, en fonction de la manière dont va s'occuper de nous notre figure d'attachement, l'enfant, à ce moment-là, va se représenter lui-même. Est-ce que
je suis digne de l'amour de l'autre? Est-ce que je suis digne d'être aimée? Est-ce que ma vie a de la valeur? Et il va se représenter l'autre et les autres. Est-ce que l'autre est fiable? Est-ce que je peux compter sur l'autre? Est-ce que je peux compter sur papa, sur maman, sur ma figure d'attachement? À chaque fois qu'on me demande de qualifier les rapports que j'ai avec mes parents, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est le mot compliqué. Souvent, les gens s'imaginent que compliqué, c'est forcément conflictuel et que quand je les vois, les assiettes volent et les portes claquent. Alors que pas du tout. En fait, à choisir, j'aimerais que ça soit comme ça, aussi théâtral. Au moins, on dirait ce qu'on a sur le cœur, on se balancerait des vérités au visage et peut-être qu'on pourrait repartir sur de nouvelles bases. Mais au lieu de ça, on est sur des non-dits et des choses qu'on met sous le tapis depuis trop longtemps. Je pense pas pouvoir qualifier ma relation avec mes parents de quelque chose de conflictuel. Mais je suis pas sûre non plus de pouvoir parler exactement de bonne entente. D'aussi longtemps que je m'en souvienne, j'ai toujours été assez distante et jusqu'à même parfois éprouver une sorte de honte à être moi-même avec eux. J'ai souvent comme caché mes idées, j'exprimais pas mes goûts ou mes passions, mes envies. Même les choses qui pourraient paraître les plus futiles étaient compliquées à exprimer pour moi. On m'a déjà dit de leur écrire des lettres, mais pour moi, si j'arrivais pas à leur parler oralement, je n'arrivais pas non plus à leur parler par écrit. Donc j'ai abandonné cette idée. En fait, pendant plusieurs années, les seules conversations que j'avais avec eux, c'était à propos des cours, des notes que j'avais, de ce qui s'y passait et des changements d'emploi du temps peut-être qu'il y avait en cours. Ça s'arrêtait là, je cherchais pas à avoir d'autres conversations, je lançais pas de sujet de ma propre initiative. J'étais mieux un peu seule. Même une fois seule dans ma chambre, j'étais pas totalement moi-même. J'osais pas parler à voix haute. Je mettais le son de mon piano au minimum quand je jouais. Je voulais juste pas me faire remarquer. Je sais toujours pas pourquoi. Je cherche plus à savoir pourquoi. La plupart des choses importantes que j'avais à dire à mes parents, je leur disais par le biais de mes cousines ou de ma sœur. Je leur ai très rarement annoncé des choses seule. J'ai souvent eu besoin de soutien pour ça. J'aimerais bien réussir à être plus autonome de ce côté-là. Ça reste compliqué, mais je m'améliore. Concernant mes parents, personnellement, je n'ai jamais été très proche d'eux. Enfin, je n'ai jamais eu de très bonnes relations en fait avec eux. Elles étaient même plutôt mauvaises et assez toxiques pour moi. Je me suis jamais vraiment sentie très proche d'eux dans le sens où je sais qu'autour de moi, dans mes amis, etc., il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'avoir des contacts réguliers, tous les jours, toutes les semaines. Moi, ce n'est pas du tout mon cas. Je sais que au bout de 2 semaines, si, je commence des fois à l'appeler, mais c'est plus pour 2, 3 semaines, oui, plus pour envisager comment ça se passe quand je rentre, parce qu'aujourd'hui, je n'habite plus avec eux, plus que prendre des nouvelles. Mais donc voilà, j'ai jamais vraiment ressenti le besoin, en fait, même d'avoir des contacts physiques avec eux, des câlins, bisous, etc. J'ai jamais trop ressenti ce besoin, enfin, ça a jamais été comme ça, en fait, dans ma famille. Au début, j'ai eu beaucoup de mal en fait, parce qu'en fait, il faut savoir que chez moi, il y avait beaucoup de cris, c'était un environnement quand même assez stressant et, et j'ai eu beaucoup de mal en fait à accepter que c'était pas dirigé contre moi en particulier. Et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. D'ailleurs, les relations avec mon père se sont beaucoup apaisées, il a fait beaucoup d'efforts et du coup, moi aussi, ça m'a encouragée à plus lui parler de moi, lui à plus me parler de lui aussi, et de fil en aiguille, en fait, on s'est rapprochés comme ça. Avec ma mère, c'est encore conflictuel.
Je vais avoir des moments où je vais arriver à me confier, et elle un petit peu, mais pas plus que ça, mais du coup c'est plus moi qui vais me confier pour dire bah voilà, j'ai amorcé la discussion, je lui parle de moi, je fais des efforts, et puis soit ça suit, soit ça suit pas, tant pis. Mais maintenant j'ai vraiment accepté que c'était pas dirigé contre moi quand ça se passait pas bien, quand ça criait, ou quand juste j'étais ignorée, ou enfin peu importe comment ça se passait. C'est pas contre moi, c'est son caractère, c'est nos caractères à nous deux qui se mélangent, certainement un manque de communication. Enfin, c'est vraiment. Je saurais même pas vraiment expliquer ce que c'est exactement, mais voilà. Pendant une période de ma vie, je me suis sentie très très mal dans ma tête. Je voulais pas leur en parler. Moi, j'avais un plan tout fait dans ma tête, c'était de pouvoir suivre un traitement sans qu'ils soient au courant. Donc pour ça, je suis allée dans une structure prévue pour les mineurs pour qu'ils puissent s'exprimer librement. Là-bas, je voyais un psy, sauf que lui n'a pas du tout été d'accord avec le fait que je ne parle pas à mes parents, même alors qu'il ne s'agissait pas encore de traitement. Il m'a clairement fait comprendre qu'il fallait soit que j'en parle à mes parents, soit c'est lui qui les appellerait la semaine suivante pour les prévenir que je le voyais. J'ai eu la trouille qu'ils l'apprennent par lui. J'ai redouté le fait qu'il puisse être en colère. Parce qu'un inconnu qui dit voilà, votre fille va voir un psy depuis je sais pas quand, voilà, il faut que vous soyez au courant. Je crois que mes parents l'auraient pas super bien pris. Donc j'ai eu la trouille, j'ai un peu craqué un soir où j'étais seule avec ma mère. J'ai largement pas tout dit, parce que c'était inconcevable de tout dire, mais je suis allée à l'essentiel en lui disant j'ai besoin d'aide, je vais voir un psy et il veut que tu sois là à la prochaine séance. Donc ma mère, elle a bien remarqué que pour que je puisse dire ça, ça m'avait demandé beaucoup d'efforts. Elle m'a tout de suite proposé d'en parler elle-même à mon père, parce qu'elle savait que c'était compliqué pour moi. Elle a attendu du coup d'être seule avec lui pour lui en parler. Moi j'étais juste tranquille dans ma chambre à ce moment-là. Je trouve ça cool qu'elle ait fait ça vraiment, parce que franchement parler à deux personnes en plus dans la même soirée, ça aurait été un peu trop pour moi. Et je sais que mon père n'a pas toujours une très bonne image des psys. Psychologue ou psychiatre, pour lui, c'était pas nécessairement des gens qu'il fallait aller voir. Il nous l'a souvent fait comprendre en fait quand on était plus jeune. Il y a comme ça des professions qu'il aimait pas trop et les psys en faisaient partie. C'est quelque chose qu'il ne comprenait pas. Bon, il se trouve que moi j'en avais besoin, il a fini par un peu le comprendre malgré des tensions un petit peu. Disons qu'entre lui et ma mère, il y a eu comme des embrouilles à propos de ça. Mais aujourd'hui je vais mieux et leur relation va mieux. C'était loin d'être catastrophique leur relation, mais c'était juste que parfois il pensait qu'à ça certaines journées, et quand le sujet venait sur le tapis entre deux, ça partait un petit peu. Au moment de l'adolescence, je suis particulièrement entrée en conflit avec ma mère. Ça a été vraiment avec elle où ça a été le bazar, enfin ça a été vraiment très haineux, on va dire, à ce niveau-là. En fait, je sais pas pourquoi, mais elle m'exaspérait sur tous les points. Je la trouvais vraiment très chiante, insupportable, et je la sentais pas suffisamment, je sais pas, stable. Enfin, en gros, pour résumer, je dirais qu'elle était là quand il fallait pas et pas là quand j'avais besoin d'elle.
j'avais l'impression que j'étais jamais écoutée, que mes problèmes n'étaient pas pris au sérieux en fait, que j'étais pas crédible à ses yeux quand je me plaignais de quelque chose, que voilà, ma parole n'avait aucune valeur. Et enfin bref, je pourrais lui faire tous les reproches du monde, je pense. Mais oui, je m'entendais pas avec elle à ce moment-là et on était tout le temps en train de s'engueuler. Je voulais surtout pas lui ressembler en fait. Le but de ma vie quand j'étais adolescente, c'était de ressembler le moins possible à ma mère. Et du coup, par contre, avec mon père, c'était un petit peu différent parce que pour le coup, j'étais quasiment jamais en conflit avec lui. Mais limite, c'est presque pas sain non plus parce que je pense qu'à l'adolescence, on doit justement entrer en conflit parce que c'est le moment où on affirme sa personnalité et tout ça. Et avec mon père, j'ai pas réussi à faire ça parce que vu que c'était quelqu'un qui d'un seul coup pouvait s'énerver, j'allais dire sans aucune raison, mais c'est presque ça, c'est qu'il disait rien pendant un long moment et d'un seul coup, paf, il explosait, il s'énervait. Donc ça me faisait tellement peur, je crois, que j'ai jamais osé entrer en conflit avec lui à l'adolescence. Et du coup, j'ai toujours... j'ai pas souvenir en tout cas que ça me soit arrivé. Et en fait, je m'entendais plutôt bien avec lui. On avait des relations plutôt bonnes parce qu'on avait beaucoup d'intérêts communs. Par la suite, il m'a beaucoup critiqué sur mon apparence physique. J'étais trop ronde étant enfant. J'ai eu des troubles alimentaires par la suite qui ont fait que j'ai perdu pas mal de poids. Il n'arrêtait pas de m'attaquer sur le fait que j'étais, selon lui, trop maigre. Alors qu'en vérité, j'avais un IMC un peu bas, mais rien d'alarmant. Et il m'attaquait aussi sur la couleur de mes cheveux, avec des mots que je n'oserais pas répéter ici, mais il m'attaquait beaucoup sur mon apparence physique et m'accusait aussi de vouloir, de vouloir le faire divorcer de ma mère en fait. Comme par exemple pour lui, le fait que j'avais des troubles alimentaires, c'était une manière de casser leur couple en fait. C'était une magouille que je faisais de mon côté pour casser leur couple et casser leur mariage. C'est pareil aussi, j'ai un souvenir, donc on était en vacances et alors mes parents avaient perdu les clés et mon père m'avait harcelée pour que je redonne les clés parce que selon lui, c'est moi qui avais caché les clés pour mettre le bordel à la maison de vacances, c'est faire divorcer mes parents. Ça allait très très loin. Et en fait, tout ça faisait que ma mère était parfois jalouse et se sentait menacée par moi dans cette relation parce que elle, je sais pas, j'avais l'impression qu'elle se sentait inférieure en fait ou non prise en compte. Et c'est vrai que j'avoue qu'il y a des moments où on n'a pas du tout eu un comportement respectueux parce que avec ma sœur, mon père et moi, on était tous un peu contre ma mère, à se moquer d'elle, ou ce qui n'est pas bien du tout. Et c'est quelque chose que je regrette aujourd'hui. Mais oui, à l'époque, c'était ça. Et voilà, donc c'est vrai ça la rendait encore plus insupportable, je crois, parce qu'elle me voyait vraiment, et elle me l'a déjà dit vraiment clairement, qu'elle se sentait menacée, et elle avait vraiment l'impression que mon but, c'était de lui faire du mal, quoi. Il y avait quelque chose... Et du coup, en fait, moi aussi, finalement, j'avais l'impression qu'elle était là pour me gâcher la vie, entre guillemets, parce que, pour donner un exemple très précis... une fois pour un devoir d'espagnol, je crois, il fallait que je cherche une photo de moi étant petite parce qu'en fait c'était un jeu de devinettes où on allait devoir se décrire en espagnol pour retrouver la photo. Bref, il fallait que je trouve une photo de moi quand j'étais petite dans les dossiers d'albums photos. Donc je suis descendue au garage, c'était assez tard le soir pour retrouver les albums photos. Et en fait, ma mère est venue me voir en me disant « Mais qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu fais maintenant ? Enfin, à cette heure-ci dans le garage ?» Et je lui dis « Je cherche une photo pour mon cours d'espagnol. » Et en fait, elle m'a gueulé dessus. Mais j'ai vraiment pas compris. Enfin, elle m'a gueulé dessus en me disant « Non mais ça va pas, fallait t'y prendre plus tôt, franchement, c'est pas possible de faire ça à cette heure-là. » Puis elle a vraiment gueulé, mais j'en ai pris pour mon grade. Elle m'a fait tous les reproches du monde, comme quoi j'étais incapable de me gérer, que je savais pas anticiper, que fallait que j'anticipe mieux, alors que j'avais rien demandé. Je lui ai juste dit je cherche une photo pour mon cours d'espagnol.
Et elle m'a fait tous les reproches du monde parce qu'il était, je sais même plus quelle heure il était même pas si tard que ça, il devait être 21h. Et voilà. Et du coup, elle m'a tellement énervée que je lui ai répondu d'une manière agressive. Et je crois que je l'ai traitée de connasse, un truc comme ça. Et c'est vrai que c'était... Voilà, on traite pas sa mère de connasse, mais bon... Surtout que c'est pas comme si je lui avais demandé de m'aider à chercher la photo. Non, j'avais rien demandé du tout. J'étais juste allée dans le garage à 21h chercher cette photo. Donc voilà, typiquement, c'était le genre de situation qui pouvait se déclencher très fréquemment. En fait, je demandais rien à personne et elle arrivait pour m'engueuler ou... Enfin voilà, c'était très bizarre, comme si elle avait par moments de la haine à décharger. Bref, c'était... On se comprenait pas. Voilà, on se comprenait pas. C'était... On n'arrivait pas à dialoguer. Voilà, globalement, c'était ça. Surtout que ma mère était très, très soumise à lui et n'intervenait pas quand il m'engueulait ou qu'il m'insultait ou qu'il m'attaquait, quoi. Même la relation Enfin, notre manière même quand il doit me dire quelque chose, enfin, mis à part quand c'est vraiment pour m'attaquer violemment, le reste du temps, si c'est pour transmettre une information, il va toujours passer par ma mère. On va jamais avoir une discussion cordiale, tous les deux. On va jamais se transmettre des informations de façon tout à fait neutre tous les deux, ça n'est jamais arrivé. Il passe toujours par l'intermédiaire de ma mère et ça l'a vraiment fatiguée et elle me le reproche aussi Elle me reproche son rôle d'intermédiaire alors que quelque part, moi j'ai rien demandé et pour autant elle ose pas dire à mon père que cette situation lui convient pas parce que pour peu qu'il explose, quoi. Donc c'est là où on en revient aux expériences avec les parents. Alors j'insiste là-dessus, ce que je suis en train de raconter là, ce n'est absolument pas à visée culpabilisatrice envers le comportement des parents. Parce que, en fait, à partir de ces premières expériences de vie, on dit que certaines personnes développent un attachement sécure, alors que d'autres développent un attachement insécure. Mais il faut savoir que on parle là d'une caractéristique au niveau psychologique qui va se répercuter sur les relations interpersonnelles, mais on n'est pas en train de parler de pathologie. Et il faut savoir que la moitié de la population a un attachement sécure, mais l'autre moitié a un attachement insécure. Et ça, ce sont des chiffres que l'on retrouve vraiment à différentes époques, sur différentes populations, et qui sont assez stables à chaque fois. Et en fait, qu'est-ce qui va faire qu'une personne va développer un attachement insécure? Mais en fait, déjà, ça n'est pas uniquement le comportement des parents, ça joue un rôle immense, mais il y a aussi des caractéristiques de personnalité, des caractéristiques génétiques, etc. Mais au niveau du comportement parental, des petites variations extrêmement subtiles peuvent changer le style d'attachement d'une personne. Et il y a des choses qui sont complètement indépendantes de la volonté, ça ne veut pas forcément dire que les parents se sont mal occupés de leurs enfants, qu'ils ont été négligents. Parfois c'est le cas bien évidemment et ça a des répercussions énormes sur l'attachement des êtres ensuite, mais parfois ça peut être simplement par exemple un parent qui a vécu un épisode de dépression, qui a vécu un épisode de difficulté au travail, qui a eu un décès dans sa famille, qui lui-même a eu une éducation qui a été... c'est pas tout à fait l'éducation, j'ai employé ce terme à tort, mais qui a eu un style d'attachement qui s'est développé de façon compliquée avec ses parents et qui du coup, cela se ressent dans sa façon d'interagir avec son enfant. Et ça pourra faire que sa façon de répondre aux besoins de l'enfant va être parfois un petit peu plus distante, va prendre un petit peu plus de temps, va être un petit peu plus maladroite. Il y a énormément de choses qui entrent en jeu. Toujours est-il que à l'âge adulte, ce style d'attachement, il reste présent tout le temps. Alors, il faut bien évidemment nuancer ça parce que, voilà, on peut avoir eu une expérience qui a été ce qu'elle est au début de sa vie avec ses parents et avoir eu une vie et des relations interpersonnelles tout à fait satisfaisantes,
et qui permettait d'assouvir vraiment tous nos besoins, des expériences ensuite plus tard, lors de l'enfance, lors de l'adolescence, à l'âge adulte, avec les amis, les relations amoureuses, etc., qui viennent apporter de la nuance à ça et qui viennent un petit peu moduler la représentation que l'on a de soi et des autres. Mais l'importance des relations avec les parents, avec les figures d'attachement, reste quand même fondamentale. Et en fait, on s'aperçoit à l'âge adulte que lors, comme je le disais plus tôt, des situations de détresse émotionnelle, donc en général ce sont des situations de conflits interpersonnels, de disputes, particulièrement les disputes amoureuses, c'est un cas assez classique, puisque les disputes amoureuses sentimentales viennent vraiment secouer des choses assez intimes et qu'on a un rapport en général très proche et très intime avec son partenaire amoureux, et bien ce style d'attachement, lorsqu'on se sent en détresse, c'est le style d'attachement qui va entrer en jeu. Les personnes qui ont développé un attachement sécure, ce sont des personnes qui vont être beaucoup plus souples dans ce genre de situation de détresse et qui vont être beaucoup plus capables de relativiser et donc d'adopter des stratégies adaptées. Les personnes qui ont un attachement insécure, elles vont beaucoup plus tendance à avoir des réactions un petit peu caricaturales en fonction de leur style d'attachement. Parmi les attachements insécures, on distingue deux grandes stratégies. Il y a la stratégie d'hyperactivation, on appelle ça les ambivalents anxieux, qui vont vraiment manifester par des pleurs, par des cris, leur détresse et qui vont être très très sensibles au rejet. Et à l'inverse, on a les personnes qui ont un style d'attachement évitant, qui vont avoir énormément de mal à exprimer leurs émotions, et leur stratégie, ça va être de se couper de leurs émotions. Elles n'ont même pas conscience qu'elles font ça, puisqu'elles ont l'impression qu'il n'y a pas de problème. Elles vont avoir beaucoup plus tendance à ignorer le conflit et à le fuir. C'est très intéressant de comprendre son style d'attachement parce que même si on ne va pas le modifier, le fait de comprendre ses réactions et leurs origines peut permettre de réagir en mode moins automatique et moins en mode sauvetage, et donc de vivre des relations avec ses proches qui sont plus apaisées et donc plus épanouissantes et satisfaisantes. Mon expérience avec mes parents. Voilà, j'ai 42 ans, bientôt 43, et je suis parent moi-même, donc je suis maman de 2 garçons. J'ai expérimenté au cours de mon enfance ce que c'était que des parents qui avaient des choses à régler dans leur vie très importantes. Aujourd'hui, je ne leur en veux plus. Ils ont eux-mêmes vécu des choses très compliquées dans leur enfance et de la toxicité. Ce sont aussi des enfants qui sont issus de la génération après-guerre, donc avec de lourds secrets familiaux. Ils n'ont pas forcément été désirés, pas forcément été voulus, pas forcément été aimés par leurs parents. Donc je leur pardonne ce qu'ils m'ont fait, les choix qu'ils ont fait pour moi, l'accompagnement qu'ils m'ont proposé, la façon dont ils m'ont éduquée. Et peut-être que, comme ils étaient sur un chemin de résilience, eux, par rapport à ce qu'ils avaient vécu, même s'ils ont été toxiques pour moi à certains moments de ma vie, je pense que leur faculté de se remettre en question m'a aidé moi à avancer. Voilà, ceci n'empêchant pas que j'ai vécu de la maltraitance, de la négligence assez grave, qui me cause encore du souci dans ma vie actuelle et que je suis encore en train de traiter, en train de soigner, en train de penser. Voilà, j'ai été violée par mon cousin de mes 8 ans jusqu'à mes 12 ans et j'en ai parlé à mes parents. Mes parents n'ont pas su m'accompagner dans ce chemin-là. Ça a été compliqué pour eux d'accueillir cette nouvelle. Ça a été compliqué pour eux de réagir correctement, de m'accompagner, de me dire qu'ils m'aimaient. J'ai grandi avec ça, toute seule, durant des années. J'ai gardé ce secret du coup au fond de moi, qui a fait un travail de sape à l'intérieur de moi. Cette agression m'a détruite de l'intérieur, a détruit ma confiance que j'avais et dans l'humanité, je vais aller jusque-là, et surtout dans les relations avec les hommes plus âgés.
Du coup, j'ai aussi perdu confiance en mes parents, j'ai perdu confiance en l'adulte. Ma parole n'a pas été entendue, ma parole n'a pas été crue et qu'elle ne le soit pas par mes parents a été un véritable cataclysme dans ma tête, dans ma vie. Voilà, je me suis sentie abandonnée, trahie et ma confiance en moi en a été vraiment, vraiment abîmée. Voilà, ce que je voulais dire maintenant, c'est que, en parlant à l'âge adulte de tout ce que j'ai vécu, en mettant en place des actions pour sortir justement la parole, pour sortir mon mal et pour avancer, ça m'a permis, du coup, de guérir certaines de mes blessures et de transformer même ma propre famille, mes propres parents. Ça leur a permis aussi, eux, de comprendre pourquoi ils n'avaient pas réagi, pourquoi ils ne m'avaient pas protégée, pourquoi ils étaient à ce point, comment dire, dans le déni de ce que j'avais vécu. Je pense que vraiment la relation avec les parents joue énormément sur la construction en fait de l'enfant parce que des bonnes relations, et si un enfant grandit dans une ambiance positive, etc., je suis persuadée que ça joue sur sa confiance en soi, sur sa capacité à prendre des décisions, etc. Et inversement, moi je sais que du coup j'ai eu beaucoup de conséquences de ça. Et j'en ai encore aujourd'hui, j'y travaille, ça fait un moment que j'y travaille, même après 3 ans d'éloignement en fait d'eux, parce que ça fait 3 ans que je ne vis plus avec eux. J'ai plus de 3 ans même, j'ai encore énormément de conséquences psychologiques de leur emprise en fait sur moi. Et notamment, voilà, comme je disais, la difficulté à faire des choix. J'ai eu beaucoup de mal aussi à avoir confiance en moi. Maintenant ça va mieux, je me reconstruis petit à petit. Je suis tombée en dépression à cause de ça. C'était très très compliqué pendant une période. Et j'étais persuadée qu'ils m'en voulaient, qu'ils ne m'aimaient pas, ou peut-être que j'avais été adoptée, que je n'étais pas voulue, etc. Enfin, je me disais vraiment des choses horribles quand j'y pense. Maintenant, ça me paraît tellement insensé et je sais que c'est juste en fait qu'on n'a pas la même façon d'exprimer notre amour et eux, ils le montrent pas forcément, mais je sais que voilà, encore une fois, voilà, que c'est pas contre moi. J'ai eu une adolescence extrêmement compliquée avec des troubles alimentaires, certainement liés à ces agressions et à d'autres maltraitances et négligences. Euh, Mes parents m'ont du coup fait accompagner et voire même hospitaliser, chose que j'ai très très mal vécue parce que j'avais l'impression, la sensation que finalement ma souffrance m'appartenait, que c'était mon problème et que j'étais certainement malade, que c'était pas de leur responsabilité mon état. Je leur en veux encore actuellement de ces choix-là. Je leur en veux de m'avoir fait hospitaliser sans me dire voilà ma fille, nous te faisons hospitaliser pour t'aider, t'accompagner, t'aider à avancer et pas parce que c'est toi qui délire complètement ou qui a un problème psychologique ou psychiatrique. La défaillance parentale, au final, ça peut coûter... Ça a un prix, ça peut coûter cher à la santé mentale et clairement, ça m'a détruite. La très mauvaise relation que j'ai eue avec mon père m'a littéralement détruite. Même si aujourd'hui je vais beaucoup mieux grâce aux psychiatres, aux psychologues, à mes nouveaux projets, aux petits copains que j'ai eus par la suite, etc. Ça n'a pas été facile, ça a été un long tunnel, un long parcours du combattant et bon, aujourd'hui j'en garde encore les traces, quoi.
parents, ça s'est relativement bien passé au moment où j'habitais chez eux et je suis contente de la relation qu'on a réussi à créer. On va dire le seul petit couac, c'était au moment de mon adolescence, quand j'avais environ 14-15 ans. Ça coïncide avec le moment auquel ils ont divorcé. Enfin, ils se sont séparés, puis remis ensemble, puis divorcés définitivement. Et je me suis vraiment énervée en fait. Ma réaction, c'était de l'énervement. Et bon, on va pas dire de la haine, mais j'étais vraiment... je l'avais mauvaise, on va dire. J'étais vraiment... Ouais, j'étais pas bien de ça. Mais plus par convention sociale, je dirais, enfin, rétrospectivement. Parce que, enfin, aujourd'hui, quand j'y pense, je me dis que ce sont deux adultes qui ne s'aiment plus. Et c'est pas parce qu'on est là que les enfants sont là qu'ils sont obligés de s'aimer à vie. Et je trouve ça tout à fait normal en fait de se séparer de quelqu'un si on ne l'aime plus ou si ça va plus dans le couple. Et surtout qu'ils l'ont fait de façon, enfin ils nous l'ont annoncé de façon très bienveillante et ils ont fait en sorte que ce soit le moins galère pour nous en fait. Et donc dans ces conditions-là, je regrette de leur en avoir voulu. Et aujourd'hui, c'est à moi que j'en veux de leur avoir fait du mal parce que je sais que ça les a beaucoup affectés, que je sois énervée contre eux et je leur montrais comme si j'avais de la haine alors que au fond de moi, c'était pas vraiment de la haine que j'avais et j'étais pas vraiment énervée. C'était un peu par principe que non, vous êtes mes parents, vous restez ensemble à la vie à la mort alors que finalement, pourquoi ne pas imaginer une autre conception de la famille et si c'était ok en fait d'avoir des parents qui divorcent. Et donc quand j'avais 8 ans, mes parents ont divorcé. Et j'ai l'impression que ça s'est bien passé. Enfin, j'ai pas la sensation d'avoir trop souffert du divorce. On n'était pas trop contraints par les histoires de garde alternée ou quoi que ce soit. On pouvait aller librement chez l'un ou chez l'autre quand on avait envie d'y aller. Et j'ai l'impression que naturellement, j'ai passé plus de temps chez ma mère. Et mon frère, lui, s'est retrouvé assez souvent chez mon père. Ce qui a créé une distance finalement avec mon père. Et cette distance, je crois qu'elle s'est creusée pendant l'adolescence. En fait, j'ai subi de l'homophobie de la part du frère de mon père et plus largement de ma famille du côté paternel. Et à ce moment-là, mon père n'a jamais pris ma défense. Il n'a pas pris la leur non plus, mais finalement, il s'est jamais positionné. Je crois que j'en ai voulu de ça. Je suis sûr de l'avoir haï pour ça même. J'avais envie qu'il me défende. À ce moment-là, j'avais 13 ou 14 ans, donc évidemment, j'avais envie que mon père prenne ma défense, parce que j'étais pas capable d'affronter toute une tribu d'adultes dans une violence en fait homophobe. Lorsque je suis née, mes parents étaient déjà divorcés. Avant d'être mes parents, ce sont déjà deux personnes avec des chemins de vie que je qualifierais de chaotiques. Je trouve le mot géniteur très moche. Et pourtant, c'est bien comme ça, même petite, que j'ai appris à appeler mon père. Par chance, j'ai quand même eu une figure paternelle, un homme que j'ai appelé papa et surtout qui s'est comporté comme un papa. À l'heure actuelle, les rapports avec ma mère sont très cordiaux, voire froids. Venant d'elle, je n'ai jamais ressenti de chaleur ou d'amour, ou même de bienveillance. En fait, je crois qu'elle n'a jamais eu la fibre maternelle. J'ai même l'impression parfois que c'est moi la mère et elle l'enfant. Donc oui, pour moi, le mot compliqué, c'est celui qui correspond le mieux au rapport que j'ai avec mes parents. Au-delà du silence qu'il y avait entre moi et eux, je me suis construit un peu ma personnalité par rapport à ce que je pensais qu'ils attendaient de moi, c'est-à-dire de ce qu'ils disaient aux autres, une fille sage, réservée et qui avait par exemple des bonnes notes. Je suis
pas souvent sortie de ce cadre-là. Du coup, ouais, j'agissais en fonction de ce personnage qui aujourd'hui fait partie de moi. Donc voilà, ça m'amenait à me poser quand même beaucoup de questions quand j'étais plus jeune parce que je savais pas qui j'étais, je savais pas pour qui je vivais aussi parce qu'en fait je faisais tout en fonction d'eux pour vraiment être la fille parfaite, pour leur plaire, pour les rendre fiers. Ils n'ont jamais me posé la question de et moi, qu'est-ce que je veux en fait moi. Et pourtant ils ont, je veux dire, enfin je pense par exemple à l'exemple des études, mes parents ont toujours été derrière moi à me dire enfin, il n'y a aucun souci, peu importe ce que tu nous dis que tu veux faire, on sera là derrière, on te soutiendra. Et sans avoir aucun jugement, ni rien, eux, ils ont tous les deux été ingénieurs. Et moi, j'ai voulu partir en médecine, qui certes sont de très belles études dans l'idée des gens. Et c'est des études pas faciles, donc souvent c'est bien vu. Donc, c'est vrai que là-dessus j'ai de la chance, mais ça n'a rien à voir avec ce que eux ont fait, ils y connaissent rien. Et et voilà, et je sais qu'à un moment, il me disait, si tu nous dis que toute ta vie, tu veux être caissière parce que c'est ça qui te fait vibrer, je sais pas s'il y a des gens qui pensent comme ça, et je pense que si, enfin, ça doit exister pour pratiquement tous les métiers, je pense. Et ils m'ont dit, mais il n'y aurait pas eu de problème, enfin, c'est... Donc c'est assez contradictoire le fait que j'agissais pour eux, et en même temps, ils étaient quand même assez ouverts. C'était assez... En fait, quand j'y pense, c'est assez paradoxal et assez bizarre, et oui, et du coup, oui, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai encore du mal des fois à savoir qui je suis. J'arrive à un peu mieux connaître mon caractère, à un peu mieux connaître ce que je veux, etc. Mais je me suis pas encore défait complètement de cette emprise-là, et c'est vrai que c'est assez compliqué. Et c'était aussi quelqu'un qui transposait beaucoup ses peurs et ses angoisses sur moi, notamment en ce qui concerne la carrière, l'orientation, les études, la voie professionnelle. Il y a beaucoup de types d'études que j'ai pas du tout eu le droit de faire. Tout ce qui, tout ce qui est droit, graphisme, web design et d'autres choses qui n'ont pas de lien entre elles. Pour lui, c'était une voie de garage et j'avais très peu de choix en termes d'orientation. Toutes les idées que j'avais, c'était ça n'allait pas, ça valait rien et fallait absolument que je calque mon choix sur les domaines qui lui semblaient corrects à lui en fait. J'ai essayé de faire plusieurs types d'études pour correspondre à ses souhaits qui me convenaient pas du tout. J'ai essayé de faire médecine, j'ai fait un DUT de biologie médicale, j'ai fait du management de la santé et ce qui me convenait pas du tout. Aujourd'hui, la haine s'est clairement dissipée. Je comprends finalement. Je comprends la difficulté dans laquelle il était. Je comprends que ce soit difficile de choisir entre ses frères, ses sœurs et son fils. Euh, enfin voilà, je comprends ça. Mais à cette période d'adolescence, je pense que ça a créé vraiment un fossé entre lui et moi. Et ce fossé-là, j'ai pas l'impression qu'il se réduise au fur et à mesure des années. Enfin, je le sens, je sens que mon père me manque à certains moments. Bon, déjà, on vit loin l'un de l'autre, on s'appelle très peu. Euh, mais finalement, on part du principe que tout va bien. Si on s'appelle pas, c'est que ça va. Donc, on n'a rien à se dire. Et ça, ça reste un peu un problème, puisque finalement, on peut s'appeler pour ne rien se dire aussi. Chose qui n'arrive pas. Alors, je ne sais pas, peut-être que lui n'ose pas, que moi je n'ose pas, je sais pas. Après, je sais qu'il est heureux dans sa vie. Je sais aussi qu'il est fier de moi. Je sais qu'il sera là. Je sais qu'il est là, en fait. Et même s'il y a ce fossé, ce creux, je sais que je peux compter sur lui.
Aujourd'hui, maintenant que je suis adulte, je vois les choses un peu différemment. Je suis plus dans l'opposition permanente avec ma mère comme je l'ai pu l'être avant. Bon, déjà, je vis plus avec elle. Maintenant que j'ai 23 ans, je suis presque autonome, on va dire ça comme ça. Donc, je ne vis plus chez mes parents. Et en fait, il y a beaucoup de choses que je comprends beaucoup mieux maintenant. Parce que je suis devenue féministe et tout. Et du coup, je me rends compte que voilà, il y a des choses qui vont pas... qu'il y a eu un déséquilibre au niveau du couple de mes parents, que mon père a des comportements qui sont parfois machistes et tout ça. Je me suis beaucoup écartée de mon père aussi parce que du coup, je sais pas, j'ai presque changé très radicalement de personnalité entre mon adolescence et maintenant. Et du coup, je me reconnais plus forcément dans certains discours de mon père que je pouvais tenir avant, mais que je tiens plus du tout aujourd'hui. Le fait que je devienne féministe aussi, je pense, m'a un peu écartée de lui. Donc c'est vrai que voilà, j'ai mis une distance avec mon père et avec ma mère, c'est toujours un peu conflictuel, même si ça s'est arrangé, parce que comme j'ai dit, je vois les choses différemment aujourd'hui. Je suis plus capable de la comprendre et d'avoir de l'empathie pour elle qu'avant. Mais c'est vrai qu'il y a toujours des moments où elle me tape sur les nerfs, quoi. Faut dire ce qui est, j'avoue. On est très différentes et il y a des choses chez elle que je ne supporte plus, que je ne supporterai jamais sans doute, parce que ce sont des choses qui me font du mal, qui me blessent directement, parce qu'elle peut parfois faire du mal sans s'en rendre compte. Et du coup, c'est vrai que c'est très difficile de supporter ça, en fait. Et le pire, c'est que quand j'essaye de lui parler, ça me fait la même chose que quand j'étais ado. Je ne suis pas prise au sérieux, je ne suis pas écoutée. Et j'ai l'impression qu'elle ne comprend pas. Souvent, pour donner une image, je dis que s'il fallait un permis pour avoir des enfants, mes parents ne l'auraient pas eu. C'est une image que je donne souvent, et c'est drôle de voir comment les gens reçoivent ça. Parfois ils sont choqués, pas tout le temps heureusement, mais souvent les gens ne conçoivent pas qu'on puisse dire ça, alors que je suis juste lucide, et après tout, je suis quand même bien au courant de ce que j'ai vécu. C'est à ce moment-là que pour moi, cela devient un poids, la réaction de certains. J'appelle ça la double peine, puisque dans un premier temps, j'ai souffert d'avoir eu l'enfance que j'ai eue, et dans un second temps, je me sens jugée ou pas comprise. Pour moi, de mauvaises personnes qui deviennent parents restent de mauvaises personnes. Enfanter ne donne pas de super pouvoir à ma connaissance. Mais on avance petit à petit. C'est vrai que de m'éloigner d'eux, ça m'a fait un bien fou. Vraiment, ça m'a permis de souffler et d'apaiser un peu toutes ces émotions, cette colère, cette rage, cette tristesse qu'il y avait en moi et qui demandait qu'à exploser en fait. Et ça m'a permis de les apaiser et de les laisser sortir un petit peu et de pas les alimenter, en fait, de les suralimenter même en continu comme ça. Et donc, ça m'a permis de prendre un peu du recul pour pouvoir plus réfléchir sur moi, sur qui je suis, etc. Justement, toutes ces questions, pour répondre en fait à toutes ces questions un peu que je me posais quand j'étais plus jeune. Et donc voilà, aujourd'hui j'apprécie voir mes parents. Avant c'était vraiment une épreuve pour moi de rentrer le soir de l'école, de me dire ah mince, je vais être en vacances, je vais passer 2 semaines avec eux ou 2 mois pour l'été. C'était vraiment, pour moi c'était vraiment une épreuve, fallait que je m'y prépare psychologiquement et je savais que ça allait être dur. Et maintenant je suis heureuse de rentrer les voir en fait quand ça fait 3 semaines, un mois, il commence à me manquer. C'est quelque chose que j'aurais jamais pensé que ça arrive, comme quoi. Et je suis contente, cet été, je suis partie volontairement en vacances. J'aurais pu partir que quand mes 2 parents étaient en congé. Et en août, c'est quelque chose qui se fait, c'est un peu comme une petite tradition, on va voir toute la famille. Et j'ai décidé de partir une semaine de plus encore à un autre moment avec eux parce que ça me faisait vraiment plaisir. Et ça s'est super bien passé. En fait, je suis quand même contente. Je suis heureuse d'avoir eu ces parents-là. Parce que je sais quand même qu'ils m'aiment et voilà. Et ils m'ont donné une certaine ouverture d'esprit que j'aurais peut-être pas pu avoir avec d'autres personnes. Mais je suis quand même bloquée sur une idée. Je sais que c'est quelque chose que les gens ont du mal à entendre. Je pense pas être redevable à mes parents. En fait, quelle que soit l'issue de ma vie, je pense pas leur être redevable. C'est eux qui ont choisi de m'avoir. Voilà, je pense pas leur devoir quelque chose de quelque nature que ce soit. Je sais que
Mes amies sont pas toutes d'accord avec ça, certaines si. Mais je sais que certaines, disons, ont beaucoup de mal quand j'exprime cette pensée-là. Elles m'affirment que si, que je leur dois quelque chose, qu'ils ont toujours fait le meilleur pour moi et que c'est comme ça. C'est quelque chose que je conçois pas de la même manière. Ça me pose aucun problème qu'elles le pensent d'une autre façon. Je comprends tout à fait le fait qu'on se dise ça, hein. Mais je sais pas. Pour ce qui concerne ma mère, l'histoire est différente. Avec moi et mon frère, elle est très très présente, voire un peu trop présente, limite intrusive. Elle s'inquiète constamment, elle a toujours l'impression qu'on manque de quelque chose, qu'on n'est pas heureux ou quoi que ce soit. Et du coup, depuis quelques mois, je lui dis que cette situation et ce comportement ne nous convient pas et que j'aimerais qu'elle prenne un peu de distance, qu'elle nous laisse grandir aussi. J'ai un peu l'impression de courir après mon père et de vouloir mettre des distances avec ma mère et d'être toujours dans cette situation-là. Et là, en réfléchissant un peu, je me rends compte qu'adolescent, j'en voulais énormément à mes parents. Soit parce que l'un était trop présent et l'autre pas suffisamment. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que la situation s'est un peu modifiée, mais quoi qu'il en soit, je leur en veux plus. En fait, j'avais même pas à leur en vouloir à ce moment-là. Je suis convaincu qu'ils ont toujours fait au mieux, qu'ils ont fait avec leur histoire, avec leurs blessures, leur bagage de vie, etc. Donc j'ai aucune raison finalement de leur en vouloir. Voilà, j'ai grandi en fait dans le déni de la violence, puisque eux-mêmes n'avaient encore pas traité leur propre violence et leur rapport à la violence. J'ai donc grandi et je me suis construite seule par rapport à ça. Et je peux vous dire maintenant, en toute liberté, que j'ai guéri de ça. J'en souffre plus trop, non. Les séquelles sont de moins en moins visibles, les cicatrices se referment vraiment bien. Et je peux vous dire que c'est salutaire pour moi en tant que maman, puisque maintenant je sais exactement comment accompagner mes enfants, comment parler surtout. Parler, ouvrir la parole, ouvrir son cœur. Je laisse mes enfants exprimer leurs émotions. La moindre des émotions est importante. Jamais je ne dirais c'est un caprice. Jamais je ne dirais tu exagères, tu abuses, tu parles trop, tu es trop triste, trop joyeux, trop ce que vous voulez. J'accueille absolument toute parole de mes enfants. Je crois absolument tout ce que me disent mes enfants, dans le sens où, même s'ils racontent des mensonges, ça veut dire quelque chose d'eux. Ça veut dire quelque chose de leur souffrance, ça veut dire quelque chose qu'on pourrait améliorer pour eux. Donc voilà, au niveau du dialogue, c'est très difficile d'aborder des sujets sensibles avec mes parents. J'évite le plus possible de le faire et c'est vrai qu'en général, on a plus des relations en fait de surface quand on se voit dans les repas de famille et tout ça. Et ça se passe bien en fait quand ça reste en surface parce que du coup on n'aborde pas les sujets qui fâchent, on n'aborde pas les problèmes familiaux, on n'en parle pas et ça évite les conflits. Mais bon, des fois c'est vrai que c'est... Moi je sais que personnellement parfois ça me gêne parce qu'il y a plein de choses que j'aimerais dire, des choses qui m'ont fait du mal, des choses qui m'ont affectée, il y a des choses, je pense que je leur en veux aussi pour certaines choses. Et en même temps, je me sens pas légitime de leur en vouloir d'une certaine façon parce que je me dis c'est mes parents, j'ai pas le droit de leur en vouloir à ce point. Enfin, je sais pas. Je pense qu'il y a quand même une pression sociale où on se dit qu'il faut qu'on aime ses parents, que c'est la loi, c'est la règle, quoi. Je les aime, mais en fait, il y a quand même des choses que je leur reproche et ça, c'est clair. Donc je me sens vraiment apaisée par rapport à ça. Il y a encore des moments où c'est compliqué, mais j'y travaille de plus en plus et je suis heureuse de dire que j'aime mes parents. J'aime pas tous les côtés d'eux, mais j'apprends à reconnaître en fait les parties d'eux que j'aime ou non. La parentalité défaillante, ça a un coût, même si après, quelque part, j'ai pas envie de m'apitoyer sur mon sort parce qu'aujourd'hui ça va mieux et j'ai pas
matériellement, j'ai manqué de rien. J'ai eu les jouets que je voulais, j'ai eu des bonnes écoles privées, j'étais habillée correctement, j'ai eu à manger, j'ai pas eu de parents alcooliques ou je me suis jamais fait tabasser ou quoi que ce soit. Ça aurait pu être bien, bien pire. Mais pour autant, suite à cette mauvaise relation, quand je suis passée quand même par des périodes extrêmement noires, j'ai vécu l'enfer. J'ai vécu l'enfer. Et j'adresse tout mon courage aux personnes dans le même cas que moi. Et je voudrais aussi porter un message d'espoir pour dire qu'on s'en sort avec de l'aide. Mais on s'en sort et n'hésitez pas à aller consulter. Les CMP sont là pour vous, les psychologues, les psychiatres. Parlez-en, restez pas seuls, je vous jure qu'on s'en sort. Et j'en discute aujourd'hui avec des amis qui me disent que si leurs parents avaient divorcé ou s'étaient séparés, ils auraient eu la même réaction que moi, ils se seraient autant énervés et maintenant on trouve ça ridicule depuis que nous aussi on découvre l'amour et on découvre les relations de couple, que c'est pas aussi simple que ça, que c'est juste pas possible en fait et c'est très dur de rester avec quelqu'un que l'on n'aime plus ou avec qui ça se passe mal. En fait, aujourd'hui, si je devais les aider, je le ferais pas parce que je leur suis redevable, plus parce que justement j'éprouve comme une sorte d'amour envers eux. Donc ce serait pas par devoir que je ferais quelque chose pour eux, mais plus par envie en fait. Et au final, je pense que c'est mieux comme ça. Après, je comprends qu'on puisse ne pas aimer ses parents, par exemple. Il y a aucune obligation à aimer ses parents, finalement. Euh, Après, les miens, je les aime. Non pas qu'ils aient été parfaits, pas du tout. Après, j'ai pas été un enfant, puis je suis pas un être parfait non plus. Mais en fait, j'ai du mal à savoir si à leur place, j'aurais fait les choses différemment. Je sais pas. C'est d'autant plus compliqué que j'ai pas du tout le désir d'être parent un jour. Alors je sais pas si je serais capable de faire mieux, de faire différemment qu'eux. Et en ça, je peux leur en vouloir de rien du tout finalement. J'ai pas la solution à l'éducation et à l'amour apporté. Je pense qu'on fait comme on peut et quand on est parent, c'est l'espèce de défi d'une vie de faire au mieux pour qu'un futur, faire au mieux pour qu'un être humain se développe finalement dans une société. Voilà. Mes parents m'ont construite comme ils pouvaient. Je me construis à présent en tant que femme comme je peux et j'accompagne mes enfants dans leur construction comme je peux. Mais, à la différence de mes parents, la remise en question est nécessaire et elle fait partie de ma vie. Je m'interroge avec eux et pour eux et je m'interroge beaucoup à tout niveau pour qu'ils puissent grandir et vraiment pouvoir se dire voilà, on a le droit de se tromper, on a le droit d'avoir des doutes, on a le droit de vivre de la souffrance, on a le droit d'avoir des émotions. Voilà, je crois le plus important pour un enfant, c'est de sentir qu'il est maître de lui, maître de ses actes. Il a beau être un enfant, il a les choix, il a toujours le choix, aussi petit qu'il soit. Et je voulais aussi te remercier énormément pour tes podcasts en commun que je trouve vraiment super intéressants et je trouve ça trop bien de pouvoir donner la parole aux gens lambda. Parce que c'est super chouette d'entendre des stars, mais c'est trop chouette d'entendre des gens lambda et voilà. Donc merci beaucoup. Salut. Et comment est-ce qu'on éteint ce truc ? Voilà. Je remercie de tout cœur chaque participante et participant. Merci pour vos contributions, toujours aussi intéressantes et enrichissantes. Merci de votre confiance. Et merci de partager ceci avec le plus grand nombre. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous pour que petit à petit la communauté s'agrandisse. Pour le mois prochain,
j'avais envie d'aborder le thème des colocataires. J'ai moi-même vécu en coloc de nombreuses années, j'y ai rencontré des personnes qui sont maintenant importantes pour moi, d'autres dont je n'ai plus de nouvelles maintenant, mais nous avons, dans tous les cas, partagé un moment de nos vies. Si vous êtes vous-même en colocation, comment cela s'est-il passé ? Quels sont vos meilleurs ou pires souvenirs ? Quelles relations entreteniez-vous avec vos colocataires ? Amitié, flirt, amour ou indifférence totale ? La parole est à vous. Envoyez votre témoignage à l'adresse contact@encommunpodcast.fr. Parce qu'on me l'a demandé, une liste de questions est dès à présent disponible sur le site encommunpodcast.fr, notamment pour les personnes qui aimeraient participer mais qui auraient du mal à trouver l'inspiration ou qui auraient juste besoin d'être un peu plus guidées. Vous pouvez participer au prochain épisode jusqu'au 20 octobre inclus. N'oubliez pas de suivre toute l'activité du podcast sur le compte Instagram @encommunpodcast pour y retrouver également des références littéraires, films et autres ressources. À bientôt!